Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il s'agit d'un mardi de stew sous une chaleur étouffante ici à Toronto. Stu, comment faites-vous dans cette chaleur? Pas mal, tant que la climatisation fonctionne, moi ça va. Je ne me plaindrai pas de mes cheveux qui sont tout gonflés, car vous devez connaître la même chose, mais l'humidité, disons que ce n'est pas ce que je préfère. Ouais, on a du mal en été quand les cheveux sont trop longs. Mais laissez-moi vous parler de véritable chaleur. La semaine dernière, nous étions à une conférence, Stu et moi, et lui était sur scène pour interviewer un cadre très haut placé dans l'entreprise. Et franchement, on aurait dit Mike Wallace à l'émission 60 Minutes. Stu était en feu et il bombardait ce cadre de questions difficiles. Et vous êtes allé jusqu'à qualifier son parcours de profond et dense. C'est bien passé? Content de voir que vous n'avez pas perdu votre emploi. Oui, eh bien, j'ai appris auprès des meilleurs, Dave. Ah oui, donc dans cet épisode, nous allons mettre Stu Cadwell, responsable des actions mondiales chez RBC Gestion mondiale d'actifs, dans un étau et lui poser toutes les questions difficiles. Et des questions difficiles, il y en aura, c'est la bonne façon de dire les choses. Beaucoup de questions difficiles pour les entreprises de tous les secteurs en termes de bénéfices. Nous sommes maintenant en juillet, les marchés ont connu une très belle remontée depuis le creux de la crise des droits de douane. Et aujourd'hui, nous sommes à des sommets historiques dans presque tous les principaux marchés mondiaux. Mais maintenant, c'est le moment de vérité pour les entreprises, car elles doivent publier les résultats attendus par les marchés, sinon c'est la guillotine. Sans blague. Vous avez tout à fait raison. Je pense que nous en avons déjà parlé par le passé. Les marchés en mouvement ont souvent tendance à le rester jusqu'à ce qu'un élément vienne les perturber. Nous avons vu beaucoup de bruit dans les médias, les droits de douane, etc. Mais dans l'ensemble, les marchés ont simplement continué à grimper. Et maintenant, à l'approche de la saison des résultats, le risque est que les bons résultats ne se traduisent pas par une nouvelle réaction des cours, car c'est en fait ce à quoi tout le monde s'attendait. Nous n'en sommes qu'au début, mais nous avons aujourd'hui eu quelques résultats raisonnables de la part de sociétés financières américaines. Dans de nombreux cas, les résultats étaient plutôt bons, la réaction a été optimiste. Lorsque vous achetez une action, vous achetez un ensemble d'hypothèses sur l'avenir. Si le cours de l'action augmente, les hypothèses sur l'avenir sont meilleures et vous devez ensuite être à la hauteur de ces hypothèses lorsque vous publiez vos résultats. Tout cela est un peu plus à court terme que ce dont nous discutons habituellement. Les bénéfices ont évolué de manière rythmée sur de longues périodes, avec une croissance de 6 ou 7% au fil du temps. Mais sur de courtes périodes, vous pouvez obtenir des bénéfices supérieurs à cela, sans que le marché boursier ne semble impressionné pour autant. Et lorsque nous avons connu une forte hausse comme celle que nous connaissons actuellement, où les marchés sont revenus à des niveaux élevés et où les valorisations sont proches des niveaux élevés enregistrés par le passé, vous devez vous en préoccuper un peu plus à court terme que vous ne le feriez autrement. Oui, c'est comme quand vos enfants reçoivent leur bulletin scolaire. Vous les observez tout au long de l'année, vous trouvez qu'ils ont l'air de s'amuser un peu trop. Font-ils au moins leurs devoirs? On ne le sait pas trop. Vous leur demandez si tout va bien, vous leur faites confiance, ils vous répondent que tout va bien. Vos amis vous disent que vos enfants sont formidables, ils sont si intelligents. Tout va bien alors. Mais vos attentes sont élevées, et puis tout à coup, juste là, sur un bout de papier, vous voyez ce qui s'est réellement passé. Là, vous vous dites que vous avez été un peu trop laxiste, que vous auriez dû être plus strict, vous leur avez donné un peu trop de crédit ou peut-être pas assez. Mais lorsque les attentes sont très élevées, si vous ne voyez pas que des A sur le bulletin scolaire, il n'est pas difficile pour les entreprises de décevoir.
Alors qu'on s'attend à une telle hausse, il faut rester prudent en tant qu'investisseur. Pourtant, nous observons dans certaines parties du marché un comportement de nombreux investisseurs qui semblent faire fi de toute forme de prudence. Oui, c'est une chose de voir une entreprise de bonne qualité qui a peut-être une valorisation légèrement élevée et qui est un peu en avance sur elle-même. Et quand on regarde ces entreprises, on se dit que leurs bénéfices vont augmenter avec le temps et qu'ils pourront largement compenser une éventuelle hausse à court terme de leur valorisation. Lorsque vous commencez à voir d'autres titres grimper de 20 à 30% en une journée, nous avons constaté de nouvelles émissions qui suscitent des réactions très fortes. Nous observons une certaine activité sur certains marchés de la crypto-monnaie qui ont connu une renaissance. Et ce n'est pas seulement le Bitcoin qui est en forte hausse, il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. Lorsque vous observez de telles fluctuations de prix, il est peu probable que cela soit uniquement dû aux fondamentaux. C'est une question de flux monétaire. La spéculation peut sembler dangereuse, mais lorsque vous achetez quelque chose dans l'idée de le revendre rapidement pour réaliser un profit ou de participer à quelque chose, c'est exactement ce que vous faites. Cela témoigne d'un appétit pour le risque partout dans le monde. Et lorsque vous observez cela, que vous y participiez directement ou non, vous devez en prendre note et vous dire que les investisseurs sont un peu surexcités. Ils sont un peu enthousiastes en ce moment. Cela ne nuit pas vraiment à un plan à long terme, mais c'est le genre de choses dont il faut absolument tenir compte. Stu, vous arrive-t-il justement de vous retrouver dans une telle situation? Vous vous dites, je vois ce qui se passe, j'ai un peu d'argent dans mon portefeuille, et bon, sans trop savoir pourquoi, ça continue de monter chaque jour. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose de vraiment intéressant. Je vais peut-être investir un peu d'argent pour profiter d'une hausse de 20% sur la journée et puis le retirer avec pas mal de témérité en jeu, question de gonfler un peu mon portefeuille. Est-ce que c'est quelque chose que vous ou vos collègues feriez dans de telles situations? Ouais, ce n'est certainement pas ce qui se passe au sein des fonds, mais sur le plan personnel, malheureusement, j'ai eu plus de cicatrices que de succès. J'ai donc tendance à ne pas vraiment m'impliquer, même s'il y a certainement eu une période dans ma vie où j'ai essayé de tirer parti de ces gains. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Si vous voulez dimensionner vos positions, vous devez les mesurer en pourcentage de votre portefeuille, afin que si quelque chose de négatif se produit, vous puissiez survivre un autre jour. C'est tout simplement une bonne planification et une bonne construction financière. Je pense aussi que lorsque vous vous trouvez dans ce genre de situation, vous pouvez parcourir Twitter, par exemple. Il y a énormément de commentaires d'analyse technique sur Twitter et cela influence généralement beaucoup les mouvements de certains de ces actifs. L'analyse technique consiste à examiner les moyennes mobiles ou à négocier à certains niveaux. Si le cours dépasse ce niveau, il pourrait atteindre le niveau suivant. C'est le genre de commentaire que l'on trouve, et ce n'est certainement pas motivé par des facteurs fondamentaux. Mais comme on me le rappelle souvent, les gens parient sur les chevaux, donc ils vont parier, ils vont se comporter d'une certaine manière, et certains sont très doués pour cela. Il n'y a pas de mal à cela, mais une fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous utilisez des outils très différents de ceux qui consistent à miser sur la croissance des bénéfices à long terme et la capitalisation à long terme. Ouais, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous en parlons. Nous avons tous deux été jeunes, vous l'avez mentionné. Dans votre cas, c'était il y a moins longtemps. Et dans une certaine mesure, cela fait presque partie de notre éducation, d'essayer différentes choses, en particulier si l'on s'intéresse à ce domaine. J'ai beaucoup appris de ce que j'ai fait en tant qu'investisseur dans ma jeunesse, et comme pour vous, cela m'a surtout appris à gérer les pertes plutôt que les grandes réussites, car nous travaillons tous les deux encore aujourd'hui, soit dit en passant. Mais pour nos nombreux jeunes auditeurs,
ainsi que pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants et qui s'intéressent à ce domaine. Il est très important de reconnaître que nous vivons une période très inhabituelle avec un niveau de spéculation sans précédent sur certains marchés. Et cela peut causer de réels dommages si vous ne savez pas ce que vous faites ou, comme vous le dites, c'est presque un pari lorsque vous en arrivez là, si vous ne dosez pas correctement vos paris. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Il y a ceux qui participent aux fluctuations quotidiennes des cours. Il y a ceux qui ont une mentalité d'investisseur et qui se disent qu'il y a de fortes chances que quelque chose se passe, que les investissements changent et que ces secteurs commencent à attirer davantage l'attention. Mais je ne sais pas exactement quand cela se produira. Acheter ceci et attendre en misant sur quelque chose dans lequel vous avez une grande confiance. C'est une méthode éprouvée pour gagner de l'argent sur le long terme. Se lever le matin et voir que quelque chose a beaucoup augmenté hier et croire que ça va continuer, oui, c'est toujours possible. La dynamique peut se poursuivre pendant un certain temps, mais elle peut aussi avoir des conséquences plus importantes lorsqu'elle s'arrête. Ouais, investir est un processus à long terme. La spéculation et le jeu sont des activités à plus court terme. Et il y a des gens qui sont très doués pour ça. Ils sont rares et ils sont généralement très bien payés grâce à cette expertise particulière. Souvent, les gens qui s'y essaient sans cette expertise spécifique sont comme sur une planche de surf, surfant sur la vague jusqu'à ce que la vague s'écroule. Et s'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils tombent et ils se cognent la tête. Mais c'est vraiment quelque chose où, à un moment donné, la dynamique change et si vous êtes pris au piège, cela peut causer forcément de réels dommages. Si vous possédez quelque chose de qualité et que vous le savez, même si cela subit une correction avec le reste du marché, vous êtes en terrain connu. Et c'est précisément ce que vous et votre équipe faites. Vous vous efforcez de comprendre et vous savez en détail, à tous les niveaux, dans quoi vous investissez réellement. S'il y a de la qualité, vous savez que cela reviendra à un moment donné. Le produit de la spéculation ou de rumeur, s'il n'y a vraiment rien derrière et qu'à un moment donné, il n'y a plus rien du tout, c'est là que les investisseurs sont vraiment touchés. Il s'agit également de se demander quelle est la largeur du chemin à parcourir pour réussir. Dans tout investissement, quel que soit son coût ou la catégorie d'actifs, il existe toujours un chemin vers le succès. Ne privons pas les gens de cette notion. Mais en réalité, ce que vous recherchez, c'est la largeur de ce chemin vers le succès. De combien de façons puis-je réussir? Et lorsque les actifs augmentent beaucoup en peu de temps et que le concept sous-jacent en est encore à ses débuts, avec beaucoup de potentiel, mais à ses débuts, la réaction des prix réduit en fait la voie. Cela ne signifie pas que cela ne réussira pas, mais cela réduit la voie. Je pense que c'est ce que les investisseurs doivent reconnaître lorsqu'ils se lancent dans cette aventure. C'est là qu'interviennent le dimensionnement des positions et toutes sortes d'autres éléments qui méritent l'attention. Stu, nous avons assisté à une remontée des tensions tarifaires ces 2 dernières semaines au Canada, avec l'annonce soudaine de l'application d'un droit de douane de 35% sur l'ensemble des produits. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la taxe sur les services numériques, nous en avons déjà parlé. Pensez-vous que les entreprises parviennent toujours à bien gérer la menace des droits de douane? Ou voyez-vous des répercussions qui reflètent les difficultés causées par ces droits? Ouais, c'est un excellent point.
Sachez que nous avons eu de nombreuses discussions avec des entreprises, des chefs de risque des banques, etc. Le point positif est le temps qui s'est écoulé depuis la toute première annonce. Les entreprises sont très rationnelles, elles ont reçu un avertissement en début d'année et ont eu le temps de s'adapter. Qu'il s'agisse de réduire les stocks ou de réorganiser les activités, ces mesures sont déjà prises. Le niveau d'incertitude reste toutefois assez élevé, ce qui a clairement freiné certains nouveaux investissements. L'autre élément à prendre en compte en tant qu'investisseur, c'est la facilité ou la difficulté à tirer des conclusions hâtives. Lors d'une réunion avec un chef de la gestion des risques, celui-ci me disait qu'il visite une entreprise qui sera touchée par les droits de douane, mais il s'avère que ces contrats contiennent des clauses stipulant que si des droits de douane sont imposés, ils sont simplement répercutés. Vous aviez cette crainte, mais elle est rapidement dissipée. Alors que d'autres entreprises nationales ne sont pas directement touchées, mais peuvent avoir un prix de référence qui dicte la manière dont leurs produits sont achetés et vendus, et ce prix de référence peut être en dollars américains et donc affecté par les droits de douane. Il n'existe donc pas de solution unique pour effectuer une analyse globale de tous ces secteurs. Notre principale préoccupation concernant l'impact économique est qu'il ne faut pas oublier que l'économie canadienne n'est pas tout à fait la même chose que le marché boursier canadien. Les risques sur le marché boursier sont différents de ceux de l'économie directe. Ensuite, il y a le fait que vous vous inquiétez pour certains portefeuilles de prêts des banques, mais celles-ci ont toutes constitué des réserves importantes. Les réserves ont été augmentées, certes, mais les banques ont également dû s'adapter en cours de route aux difficultés qui nous attendent. Ce sont les deux principaux éléments que nous prenons en considération. Oui, il y a quelques semaines, j'étais à une fête d'anniversaire et il y avait un expert en droit de douane et en comptabilité. Je lui ai demandé si les affaires allaient bien. Vous devinez la réponse? Très bien, c'est génial, c'est incroyable. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je lui ai dit en passant qu'il avait un magnifique veston. Il y a toujours quelqu'un qui s'enrichit. Et comme vous le dites, les droits de douane sont complexes, ils sont difficiles à gérer, mais les bonnes équipes de direction trouvent toujours un moyen de les contourner. Tout à fait, nous touchons à beaucoup de questions, mais lorsque vous investissez dans quelque chose dans le but de le revendre, vous ne vous concentrez pas nécessairement sur tous ces aspects. Si vous investissez dans quelque chose pour le conserver à long terme, vous voulez vous associer à des équipes de direction qui savent comment adapter l'activité, s'impliquer, tirer les ficelles. Vous revenez sur ce chemin avec des entreprises qui ont les coups des franches. Ce que fait la direction, c'est d'élargir cette route encore plus pour vous, car elle s'occupe en coulisses d'ajuster les ventes lorsque le vent tourne le moindrement, et c'est un levier supplémentaire dont bénéficie l'investisseur à long terme dans ces cas-là. Oui, et puis sur le front de l'inflation, qui est l'une des préoccupations liées aux droits de douane, nous avons eu les chiffres de l'IPC, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, l'un des principaux indicateurs de l'inflation dans l'économie américaine. Ils étaient en hausse par rapport au mois précédent, mais conformes aux attentes. Cela ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur les marchés. Je pense donc que nous n'avons pas encore constaté la forte pression à la hausse sur l'inflation que certains anticipent, ou bien s'agit-il peut-être d'un premier signe que cette pression commence à se répercuter sur l'économie? Peut-être un peu, mais beaucoup de ces accords commerciaux ont été repoussés à plusieurs reprises et les délais ont été prolongés. Il est difficile de conclure que ce contexte inflationniste va persister. Je tiens toutefois à souligner que même si les droits de douane ont un impact, celui-ci est souvent ponctuel, je dirais. Je pense que les droits de douane, l'IPC, le marché obligataire, tout cela constitue un ensemble complexe de sujets de discussion autour du déficit budgétaire.
de l'inflation et de la Fed, cela pourrait faire l'objet de toute une balado-diffusion. Ouais, nous allons demander à l'un des Eric de nous aider à ce sujet. Alors, Stu, voyez-vous d'autres éléments particulièrement intéressants sur le marché? Ou pensez-vous que nous avons couvert les points les plus importants, à savoir la publication prochaine des résultats et les attentes élevées qui les entourent? À moins que vous n'aviez une stratégie d'investissement à recommander dans un contexte comme celui-ci. Oui, sans doute, la stratégie des placements échelonnés est très intéressante dans ce contexte. Mais avant d'aborder ce sujet, je veux ajouter une chose. Je pense qu'au sein du marché, le projet de loi américain offre de nombreux avantages pour les investissements immédiats en capital. Les consommateurs semblent se porter bien, ces secteurs sont plus solides. Certains secteurs traditionnels comme les biens de consommation courante sont plus faibles, car les sources de revenus sont soumises à certaines pressions. Il faut donc continuer à analyser secteur par secteur. Pour ce qui est de la stratégie des placements échelonnés, oui, nous la privilégions en ce moment. Parfois, vous achetez à des prix intéressants, parfois à des prix un peu plus élevés, mais dans tous les cas, vous vous attachez à la croissance des bénéfices à long terme. Nous avons tendance à privilégier ce type de stratégie. Tenez-vous compte de la saisonnalité? Il existe en effet de nombreux exemples historiques où l'été est une période creuse pour beaucoup de gens. C'est le moment où l'on part en vacances en famille. Observez-vous un peu de ce phénomène sur les marchés? Oui, c'est vrai. Souvent, les pics saisonniers coïncident avec la période où nous enregistrons notre émission. Ils ont tendance à se produire au milieu ou à la fin du mois de juillet et en août. Puis, fin août et septembre peuvent parfois être un peu plus difficiles pour les marchés. Ensuite, à l'approche du mois d'octobre, on a tendance à retrouver un certain équilibre. Cette saisonnalité s'est produite suffisamment de fois pour être réelle, on verra bien. Ajouter cette pensée à certaines attentes élevées qui pourraient se manifester, en même temps que l'impact de la saisonnalité en question, ce qui est également probable et mérite d'être souligné. Oui, encore une fois, il ne s'agit pas d'abandonner votre stratégie. Les placements échelonnés sont une stratégie qui vous permet de vous mettre sur pause, en particulier si vous avez de l'argent frais à investir. Cette stratégie vous autorise à espérer que le marché baisse pendant que vous vous détendez sur votre quai à pêcher ou à bronzer. Ensuite, vous reprenez les choses sérieusement à l'automne et, avec un peu de chance, vous profitez d'un rebond. C'est là que la stratégie des placements échelonnés trouve tout son sens et si le marché continue sur sa lancée, vous vous en sortez également très bien. C'est tout à fait vrai, Dave. Tout à fait vrai. Wow! J'ai tout compris. Il est vrai que mon expérience est profonde et dense, moi aussi. Quoi qu'il en soit, Stu, merci d'avoir été là. Nous avons abordé beaucoup de sujets aujourd'hui, beaucoup de sagesse. Nous avons eu l'occasion, Stu et moi, de faire du coaching de carrière. Bon, j'ai l'impression d'avoir été plutôt inutile en ce qui me concerne, mais Stu, lui, a partagé sa sagesse avec tous ces jeunes gens. J'aurais dû les ramener chez moi et leur demander d'aider mes propres enfants, car je ne fais probablement pas du très bon travail de ce côté. Comme toujours, Stu a fait preuve de toute sa sagesse. C'était assez impressionnant à voir, comme on le remarque déjà à cette émission. C'est très gentil, Dave. Merci beaucoup. Très bien. Profitez bien du reste de l'été. Quant à nous, nous ne sommes pas encore en vacances. Nous serons de retour la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt pour le prochain épisode des Mardis de Stu. À bientôt, Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.